OK, ça, je suis vraiment content qu'on parle de ça. Karima, je n'avais de la difficulté à cacher ma joie durant la pause. Je t'explique, c'est parce que ça revient à chaque année. Toute la question de l'écart salarial entre les hommes et les femmes dans le sport. Et là, c'est de plus en plus un sujet parce qu'il y a une équipe de hockey, désormais, les Victoires de Montréal. Il y aura peut-être une équipe de basketball, il y aura peut-être une équipe de soccer, disons, au même niveau de compétition que l'Impact, par exemple. Et on compare toujours les salaires. Et j'entends beaucoup l'argument voulant que ce soit injuste, que par exemple la meilleure joueuse de hockey féminin gagne vraiment beaucoup moins d'argent que le meilleur joueur de hockey masculin. Et, écoute, c'est moralement positif de dire que c'est injuste, c'est moralement acceptable de le dire et de s'en insurger. Par contre, il y a quand même une dimension qu'on exclut, je trouve, assez rapidement, c'est la dimension commerciale, c'est-à-dire que le sport est une business. Et quand je vais au Centre Bell voir le Canadien, je vois plus de femmes dans la foule que je n'en vois même dans la foule des Victoires de Montréal. Donc, je pense que c'est juste mathématique, là. Le jour où les femmes vont décider d'aller acheter des billets des Victoires à la place d'acheter des billets du Canadien au Centre Bell, peut-être qu'on va embarquer dans une autre dynamique. Oui, mais je trouve que c'est un peu facile parce que tu parles d'une marque comme le Canadien qui existe depuis longtemps. Il y a comme cette tradition-là. On a investi énormément dans le sport masculin là-dessus, particulièrement pour le hockey. Donc, forcément, tu as développé des talents. Si tu regardes pour le tennis, parce qu'il y a un article notamment sur le site de Radio-Canada, pourquoi un tel écart salarial entre hommes et femmes dans le sport? On parle par exemple, dans plein d'endroits, là, on dit que les vedettes de tennis là, qui participent à l'Omnium Banque Nationale à partir de samedi à Toronto vont se partager des bourses inférieures de plus de 20 % à celles des hommes par rapport au volet masculin du tournoi à Montréal. Donc, il y a quand même, c'est ça, il y a cette idée-là, il y a les salaires que tu peux faire, puis ça, c'est dur. Il y a un écart. Ben oui, il y a un gros écart. Non, mais attends. Après, tu sais, que ça vienne, par exemple, des fois dans le privé, des compagnies marketing qui vont faire des associations, il y a quand même des choses, mais quand tu fais des bourses, par exemple à l'Omnium Banque Nationale, moi, je pense qu'on devrait aller vers cette équité-là. D'ailleurs, il y a d'autres tournois qui l'ont fait. Là. Si tu regardes les internationaux des États-Unis, le US Open, qui est quand même une compétition quand même exceptionnelle, là, les prix sont égaux aux hommes et aux femmes. Et ça, pas depuis 2023, pas depuis 2017, depuis 1973, parce qu'il y avait la joueuse de tennis, Billie Jean King, qui avait milité, qui avait fait ces sorties-là pour ça. On dit Roland Garros, Wimbledon, qui ont une politique de parité de bourse depuis 2007. Et donc, voilà. Donc, je te dirais, puis du côté de l'Omnium Banque Nationale, on dit qu'on veut aller dans cette direction-là. Je pense quand même qu'à un moment donné, quand tu parles de ces bourses-là, il n'y a pas de raison. Puis, c'est comme si on oubliait la dimension de ce marketing-là dont tu parles. Tu sais, quand tu regardes Serena Williams aux États-Unis, là, les belles années de Serena Williams, des athlètes, même dans les Jeux olympiques, des femmes là, qui attirent l'attention et tout ça, on peut attirer l'attention, on peut attirer les foules. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de potentiel, puis « Ah oui, mais c'est plat, puis là, la vitesse n'est pas là. » Non, là, je pense qu'à un moment donné, tu peux rendre ça excitant, puis les gens... quand tu as Victoria Mboko qui arrive, puis qui rafle le tout, toi-même, tu as été impressionné. Pourquoi la bourse à l'Omnium Banque Nationale? Je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Il y a une raison. C'est parce qu'il y a une raison. C'est parce que, en fait, moi, ce que je trouve un peu insupportable dans ce débat-là, c'est qu'il y a une raison. Et la raison, ce n'est pas parce qu'il y a des gars autour d'une table qui disent on va y payer moins cher les filles. C'est pas ça la raison. La raison, c'est qu'il y a moins de commanditaires, c'est qu'il y a moins de billets vendus. C'est ça la raison. C'est tout un système. À un moment donné, tu peux commencer à changer les choses. Rémi, moi, je trouve que c'est facile de surfer aussi. Tu as l'aspect commercial, je comprends, mais je pense qu'il y a des secteurs où on peut accélérer le processus. Je te dis pas, c'est très bien, là, le Canadien de Montréal, que ça a un gros succès, tout ça, parfait. Peut-être que le hockey féminin attire moins, mais il y a peut-être d'autres sports par ailleurs où là, oui, le tennis, c'est plus facile. Le tennis, je pense qu'on est quand même rendu qu'il y a des vedettes féminines. On peut jouer là-dessus, mais il y a eu aussi beaucoup du marketing, des athlètes qui sont exceptionnels aussi. Peut-être qu'on les met pas assez en valeur. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout un système. Là. Regarde, le tennis, moi, depuis que je suis jeune, le tennis...
Je connais les noms des filles qui jouent au tennis, qui sont numéro 1, numéro 2, numéro 3. Je les connais autant que les gosses, puis elles remplissent des salles, et c'est peut-être pour ça qu'on est capable d'atteindre ce que tu appelles la parité. Oui, mais c'était pas comme ça. Oui, mais le Canadien, ça a pris 100 ans. Attends, carrément. Ouais. Le Canadien, ça a pris 100 ans avant que les joueurs gagnent 13 millions et demi. Là, regarde, on a un gars comme Austin Matthews, c'est dans l'article de Radio-Canada, c'est la vedette des Maple Leafs de Toronto, gagne 13 millions et demi. Bon. Ben, la Ligue nationale de hockey, c'est une ligue qui date de dizaines et de dizaines d'années. Moi, je trouve ça particulier qu'on a des nouvelles ligues de filles où on nous dit « Ah, regardez l'écart salarial. » Ben oui, mais ça a pris 100 ans avant qu'ils gagnent 13 millions et demi. Je veux dire, c'est plate à dire. Je vous souhaite pas que ça prenne 100 ans avant que vous gagniez ces salaires-là, mais c'est quand même ça, la réalité des choses. Ça a pris 100 ans avant de développer l'habitude chez le consommateur d'aller chercher des commanditaires. Mais regarde, ça a été plus vite. Tu as parlé du tennis. Ça n'a pas toujours été le cas. Si on dit qu'il y a eu quand même que ça a milité, puis il y a eu Billie Jean King qui a milité aussi là-dessus, puis que ça s'est passé en 1973, on peut quand même accélérer le processus. Là. On peut accélérer le processus, mais il y a rien comme... Tu sais, tu peux pas forcer les choses non plus. C'est-à-dire que si tu veux assurer des salaires, il faut qu'il y ait des gens qui achètent des billets. Et on va pas forcer les gens à aller voir. Regarde, moi, j'ai entendu dire que c'est plein, par exemple, lors des matchs, des victoires à Montréal. Ben, les gens y vont parce que ça leur tente d'y aller. C'est tant mieux. C'est organique. Ça avance tout seul. C'est naturel. Mais si on veut doubler les salaires, il va falloir forcer du monde à y aller parce que ces gens-là ne veulent pas y aller pour le moment. Donc, il y a quelque chose d'un peu, je trouve, bébé un peu dans l'idée de dire, puis c'est pas ce que tu dis, mais je l'entends beaucoup, l'argument. Non, mais l'affaire du Canadien, c'est parce que là, tu parles de... On est tous attachés au Canadien de Montréal. La marque, je veux dire, c'est la scène flanelle. Il y a comme toute une histoire. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme comparer quelque chose qui est tellement à un autre niveau. Là, non, mais la boxe, mettons, à la limite... Les bourses des boxeurs masculins sont beaucoup plus élevées parce que ça fait pas non plus 100 ans qu'il y a des filles qui boxent. Donc, voilà, c'est relativement nouveau que des filles boxent sur des grosses cartes de boxe internationales. C'est normal qu'elles ne soient pas payées aussi cher. OK, mais mettons à ce moment-là, quand je te disais que c'est le système, peut-être c'est de travailler à la base, sur les bourses, sur le fait d'encourager, par exemple, le sport amateur. Est-ce qu'on permet le développement des athlètes? Je pense que c'est surtout ça aussi, dire peut-être que l'argent pour développer les qualités des athlètes aussi, il y a cet enjeu-là d'équité en amont qui est quand même importante, tu vois. Ouais. J'entends évidemment l'argument économique, mais ça ne nous empêche pas de travailler en amont pour développer quelque chose, tu vois. Oui, François Fournier est avec nous. François, là, fais ce qu'il faut, là, mais il faut que tu sois du bord de Karima, parce que sinon, de quoi on va avoir l'air, là? Ouais, je vais être dans le trouble, sinon. Pas sûr, écoute, pas sûr, moi, qui va être... sur l'aspect des bourses, je pense qu'on peut être d'accord. C'est ça le problème de l'article, je pense, c'est qu'on compare des choses qui ne sont pas comparables. Donc, c'est-à-dire des bourses qui sont données à des sportifs par les mêmes organisations. Puis là, si c'est moins parce que c'est une fille versus un gars, à brûle pour point, j'ai de la misère à voir la justification derrière ça. Par contre, lorsqu'on compare des ligues différentes, des sports aussi qui sont différents, moi, je commence à trouver qu'on dérape un peu au sens où la Ligue nationale de hockey, parce que dans l'article de Radio-Canada, on compare Austin Matthews avec Marie-Philippe Poulin. Je veux dire, la réalité, c'est la suivante. Une entreprise, un club de hockey, c'est une entreprise. Dans une entreprise, il y a des dépenses et il y a des entrées d'argent, la colonne des revenus, la colonne des dépenses. On estime que la Ligue nationale de hockey génère entre 7 et 8 milliards de dollars d'argent par année. Ça inclut les ententes de câbleau-distribution, ça inclut la vente de billets, ça inclut les commanditaires, etc. Et de ce que je peux comprendre de la LPHF, donc la Ligue de hockey féminin, la nouvelle ligue qui a été créée il y a 3-4 ans, on dit qu'elle sera rentable en 2031. On estime qu'elle sera rentable en 2031. Donc, si vous avez une ligue qui n'est pas rentable parce qu'elle commence, il y a beaucoup de dépenses, il y a beaucoup on doit avoir des infrastructures, on doit dépenser pour développer des marques de commerce, faire de la publicité, tu peux pas payer un salaire de 10-12 millions par année lorsque la ligue n'est pas rentable. Elle va faire faillite dans la première année. Il n'y en aura plus de sport féminin à ce moment-là. Tu sais, c'est ça un peu la réalité. Dans la vie, on n'est pas toujours payé selon ce qu'on considère qui est moral, mais selon ce qui est possible aussi. T'sais, nous, on est en radio présentement. Si on ouvre une radio communautaire dans un village au Québec, on ne pourra pas se payer 100 000, 150 000 par année. C'est évident parce qu'il n'y aura pas de revenus dans cette... Et d'ailleurs, les ligues qui ont tenté d'émerger en concurrence de la Ligue nationale se sont pratiquement tous plantés. Là. Et si vous allez voir les joueurs de hockey qui jouent, par exemple, dans la Ligue suisse ou dans des ligues en France ou même au Royaume-Uni,
Les joueurs sont payés à peu près les salaires que vous pouvez voir pour les filles dans le hockey nord-américain. Pourquoi? Parce que ces ligues-là ne sont pas en demande, parce qu'elles ne génèrent pas de revenus, parce qu'elles n'ont pas les reins financiers pour payer ça. Donc, il est loin d'être impossible que dans quelques années, la nouvelle ligue où joue Marie-Philippe Poulin génère assez de revenus pour que la meilleure joueuse gagne 3, 4, 5 millions. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Je trouve ça un peu malhonnête qu'on écarte de l'article complètement cette notion-là de revenus des équipes. Donc, si le Canadien de Montréal génère 800 millions par année de revenus, comment est-ce qu'on peut penser qu'une ligue qui génère quelques millions, quelques centaines de milliers de dollars pourrait payer ses joueurs le même prix? Ça n'a aucun sens de penser ça. Mais je pense qu'on ne pense pas nécessairement qu'on peut payer ça. C'est juste quand même, comme tu disais, quand on compare certaines compétitions versus d'autres, quand on compare le marketing aussi. Hein, moi, je pense qu'il y aurait moyen certainement de rendre certaines compétitions peut-être plus attractives aussi par un marketing aussi, mais ça prend quand même plusieurs années. Ça ne se fait pas demain la veille. Il y a un aspect historique aussi. Puis ça, si tu ne l'achètes pas du jour au lendemain, là, ça vient avec le temps. L'identification à des vedettes sportives, ça prend un temps aussi. Oui, mais la réalité, c'est à quelle ligue se compare, par exemple, dans quelle comparaison serait juste d'un point de vue sportif entre la Ligue des filles et la Ligue nationale de hockey? Parce que si on disait que le niveau se compare plutôt à celle de la Ligue américaine de hockey, ben, il y a des joueurs dans la Ligue américaine, le Rocket de Laval, par exemple, qui gagnent 75 000 par année, ou 102 000 par année. Là. Donc, c'est ça un peu qui est le point aussi, c'est que on oublie une chose, c'est qu'il y a beaucoup d'athlètes de très haut niveau qui ne gagnent pas du tout les salaires qu'on atteint quand on arrive au sommet des ligues plus prestigieuses. Là, les gars qui jouent dans la East Coast League, par exemple, gagnent. Il y en a plusieurs qui ont d'autres emplois là, parce qu'ils peuvent pas vivre avec ces salaires-là. Ben, je te dirais même, François, au risque d'être provocateur, que le niveau de hockey de la ICHL et de la Ligue américaine est plus élevé que le niveau de hockey féminin des victoires, puis ils sont moins bien payés. Donc là, tu vois, c'est incroyable. Là. On a des joueurs qui sont probablement meilleurs si tu les opposais aux joueuses de victoire, puis ils gagnent moins. Donc là, c'est comme on renverse complètement la patente à l'envers, là. Oui, parce que normalement, le débat, ça devrait être à travail égal, salaire égal. Donc, dans le sport, ça pourrait être à performance. Donc, évidemment que si on avait une fille qui jouait dans la Ligue nationale de hockey et qui faisait le même genre de performance qu'un gars, ce serait complètement inacceptable qu'elle gagne 10 fois moins que le gars. Ça, tout le monde a compris ça. Mais lorsqu'on compare des ligues qui sont pas comparables et des sports qui sont pas nécessairement sur le même niveau, moi, je trouve qu'on fait un peu de la démagogie là-dedans. Là. Je comprends que c'est comme une thématique qui fait vendre, là, l'inégalité entre les genres, les hommes qui dominent les femmes. Il y a comme quelque chose de très politiquement favorable à vendre cette salade-là, mais je pense que si on regarde un peu dans le détail, là, on ne peut pas comparer une ligue qui est arrivée il y a 3-4 ans avec une ligue centenaire qui génère des milliards par année. Bon, je ne sais pas ce que tu as prévu pour la fin de semaine. Moi, je te conseille de ne pas sortir de chez vous. Moi, je ne sors pas de chez nous. Je n'ai pas envie de me faire lancer des tomates en plein visage. Écoute, François, parle-nous donc de Carney, là, qui a repris le contrôle de l'immigration. Ouais, ben c'est ce qu'il nous dit, en fait. Puis c'est quand même un changement de ton, là. Faut quand même le noter. Il y a les actes dans la vie, mais il y a aussi des paroles, des fois, qui peuvent importer. Et il nous dit, M. Carney, il a dit, on dit dans l'article de Radio-Canada, il a dit aux journalistes que l'immigration était, ouvrez les guillemets, bien trop élevée lorsque son gouvernement est arrivé au pouvoir, affirmant que le Canada avait perdu le contrôle du nombre d'étudiants étrangers, travailleurs temporaires. Et là, on nous dit que, bon, c'est les chiffres qui sont donnés dans l'article, dans à peu près toutes les catégories, ça a diminué. Je pense qu'on peut quand même saluer qu'il y a peut-être un retour du réel au niveau de ce gouvernement-là. Il avoue lui-même que cette arrivée massive de gens-là a un impact, évidemment, sur l'accès au logement, parce qu'à un moment donné, on a une limite à ce qu'on peut construire très rapidement. Et si vous amenez beaucoup de gens très rapidement, ça va évidemment créer une pression à la hausse sur les loyers, la disponibilité des loyers. C'est une question d'offre et de demande à un moment donné. Donc, il y a un retour au réel là-dedans. Le bout que j'aime moins dans tout ça, c'est que c'est comme s'il nous... En fait, il passe son temps à nous dire, quand on est arrivé, puis on a remplacé le gouvernement antérieur. Ouais, mais le gouvernement antérieur, c'était vous. C'est ça qui est le côté le plus décourageant d'un peu de ce propos-là. Et à chaque fois, c'est comme relayer cette information-là comme si c'était un fait. Ah oui, quand ils ont remplacé l'ancien gouvernement, l'ancien gouvernement, c'était eux. Et un des principaux architectes de cette politique-là, M. Mueller, il est encore là, de ce que je peux comprendre, M. Miller. Et il ne s'est pas récusé de ses politiques. Personne ne s'est excusé, personne nous a dit on s'est trompé, personne nous a dit on change de cap. Non, on fait comme si c'était jamais arrivé et on blâme un ancien gouvernement qui est en fait nous.
C'est comme si un homme se comporte, je veux dire, sa conjointe a un paquet de récriminations contre lui et il dit, mais ça, c'est l'ancien moi. Mais le nouveau moi, il n'est plus comme ça. Ouais, mais le nouveau moi, c'est pas mal l'ancien moi aussi, là. Mm-hmm. Mais tu ne vois pas peut-être une stratégie aussi de la part de M. Carney? Oui, il y a des chiffres, puis c'est vrai qu'il y a quand même un changement, mais moi, je me suis posé la question si c'était pas non plus une stratégie pour dire, arrêtez de m'énerver avec ce dossier-là. Là. On est rendu ailleurs, parce que quand tu regardes ce qui se passe, notamment en Alberta, pour le fameux référendum, il va y avoir des questions en lien avec le contrôle de l'immigration. C'est pas réglé complètement. On sait qu'au Québec aussi, il y a ces enjeux-là de dire est-ce qu'on peut avoir les pleins pouvoirs sur les questions de l'immigration. C'est pas une façon de tempérer un peu peut-être des demandes des provinces? Oui, c'est un très bon point. Ça, c'est que derrière derrière l'espèce de fantasme de l'unité canadienne qui a été vendue par cette élection-là de Elbows Up, là, où tout le monde se met ensemble, on se roule dans le sirop d'érable et on célèbre la grandeur du pays, en réalité se cachait une crise d'unité qui n'a jamais été aussi forte. Donc, on n'a jamais vu ça dans l'histoire récente des mouvements indépendantistes dans plusieurs provinces qui sont susceptibles peut-être soit de prendre le pouvoir ou de forcer le déclenchement d'un référendum. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça pointe les faiblesses de l'unité nationale. Et Carney, qu'est-ce qu'il fait, je pense, c'est qu'il essaie d'acheter la paix, il essaie de gagner du temps. Donc, il disait à l'Alberta, attention, là, faites attention, parce que moi, je suis pas comme Trudeau, je vais vous en donner un pipeline, je vais l'autoriser, je vais mettre ça sur ma liste de projets qui avancent plus rapidement, je vais vous donner ce que vous voulez. L'immigration, le Québec, l'Alberta, ça vous commencez à trouver que c'est trop, on va fermer les valves un peu pour vous... Mais combien de temps, en fait, va-t-il pouvoir... acquiescer à ces demandes-là ou, disons, mettre un petit peu d'eau sur le feu avant qu'il y ait des problèmes au sein de son propre caucus, là. Donc, c'est ça un peu la question que je me demande. Moi, c'est combien de temps ça va pouvoir durer, cette tentative-là? Peut-être qu'il se dit, si je fais durer ça jusqu'aux élections provinciales et que, finalement, les mouvances indépendantistes sont écartées du pouvoir ou ils sont minoritaires, au moins, j'aurais gagné le temps, j'aurais gagné mon pari. Parce que lui, il joue gros là-dessus. Il ne pourra pas s'être fait avoir pris le pouvoir sous l'idée de bâtir le Canada fort, que le pays le plus prospère du G7 et que le pays se démantèle sous ses yeux, là. Je pense que ça serait un échec, en fait, dont le Parti libéral ne pourrait pas se remettre, là. Mm-hmm. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle chronique. Cette belle chronique, cette belle semaine, mon cher François. Ça faisait du bien de te revoir en personne. On se retrouve très bientôt. Bye-bye. Salut. Bye-bye.